Alors, quand on a posé le sujet avec donc, Daniel Briand, qui dirige cette chaire de Champeau de droit de l'entreprise, on a choisi cet intitulé à la fois abstrait et en même temps dépassionné pour poser le débat, parce qu'on est sur un débat juridique assez passionnant et qui peut donc entraîner parfois certaines passions, à savoir finalement pour l'activité au service de l'entreprise, au service d'un projet d'entreprise, quel cadre juridique. Et le seul fait de se poser la question induit que finalement, il y aurait quelque chose à changer, peut-être quelque chose à modifier, ou en tout cas des choses à soulever. Donc l'objectif de cet après-midi, c'est précisément d'accepter la question de manière dépassionnée, de manière technique, et d'essayer de voir si, est-ce que, eu égard aux évolutions sociales, sociologiques, économiques, est-ce que le droit actuel, et en particulier le droit du travail, a vocation à rester le modèle dominant vers lequel finalement il faut faire tendre l'intégralité ou l'essentiel des relations de travail, et donc le droit doit rester un objectif, et même si il ne cadre pas tout à fait avec la réalité, eh bien c'est cette réalité qui doit à tout prix essayer de rejoindre le droit comme quelque chose, l'objectif que l'on cherche absolument à faire atteindre, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une situation où on pourrait se dire que le droit est un frein à certaines évolutions sociétales ou sociologiques, au point qu'il pourrait être temps d'avoir un mouvement inverse qui serait finalement d'adapter le droit. C'est toujours la sempiternelle question entre le droit qui doit s'adapter aux faits ou les faits qui doivent s'adapter aux droits. En matière de droit du travail et de droit social, ça fait quand même plutôt quelques 40-50 ans que c'est plutôt les faits qui doivent essayer de s'adapter au droit. Mais il y a quand même tout un mouvement à l'inverse en législation aussi, où il y a quand même des bris où finalement on essaye de créer de nouveaux cadres contractuels, de nouveaux cadres juridiques pour que finalement le droit colle à cette réalité. Donc se poser la question, si je retrace très brièvement en préambule en quelque sorte à nos discussions, la difficulté pour le juriste, normalement, elle n'existe pas. À quel cadre juridique pour la relation de travail? Finalement, le juriste se poserait deux questions. Un, est-ce qu'il y a ou non subordination? Et deux, si on est dans un cadre subordonné, avec un pouvoir de direction, de contrôle, d'organisation d'un employeur, est-ce qu'on est dans un cadre prévu par la loi pour un contrat dérogatoire au contrat de droit commun qui est posé au Code du travail, qui est le contrat à durée indéterminée. Donc normalement, si on schématisait, la question pourrait presque paraître étrange. Si elle mérite d'être posée, c'est que d'abord historiquement, le contrat de travail à durée indéterminée, qui fait aujourd'hui figure de pilier, ce dont on va discuter tout à l'heure avec le discutant dans quelques instants, c'est que le droit du travail n'a pas toujours été comme ça. Il s'est construit avec le modèle du CDI comme modèle dominant, n'a pas toujours été celui-ci. Et puis d'autre part, c'est que il y a peut-être d'un côté ou de l'autre, suivant les entreprises, des avancées, des évolutions qui invitent finalement à se reposer la question de savoir si ce contrat à durée indéterminée doit être le seul modèle, s'il doit y avoir d'autres alternatives, si le droit positif est sous-exploité par rapport à certaines alternatives au CDI qu'il propose, ou le cas échéant, s'il faut tout simplement conserver le CDI, peut-être modifier certaines choses en son sein pour le faire coller plus à certaines aspirations, à la fois d'un côté d'entrepreneur et de l'autre côté de salarié. Et c'est ces différents points que je voudrais évoquer brièvement. D'abord, historiquement, juste un petit rappel, mais pour se rappeler que le lien de subordination n'a pas toujours été, dans l'histoire, le critère du contrat de travail, et que finalement, il s'est imposé à partir du premier tiers du XXe siècle par rapport à d'autres critères, dont l'un déjà était à l'époque la dépendance économique. C'est tout à fait intéressant parce qu'on va y revenir par rapport aux situations actuelles, peut-être d'entrepreneurs, de salariés déguisés en entrepreneurs indépendants, par exemple, et tout le débat qui va animer les législations à venir pour les prochaines années. La dépendance économique avait été à un moment présentée, soulevée comme
une des pistes potentielles pour essayer de caractériser finalement une relation devant appeler une protection liée à ce droit naissant à l'époque qui était le droit du travail. La vision de la subordination s'est imposée comme critère du contrat de travail, en particulier dans une époque où naissait véritablement le droit ouvrier à proprement parler, et donc c'était le droit du travail ouvrier, la protection de l'ouvrier dans une usine, soumis au taylorisme, etc. Et c'est cette vision-là du contrat de travail qui s'est imposée à l'époque par rapport à d'autres critères qui seraient basés sur le salaire horaire ou sur un critère de dépendance qui aurait pu appréhender dans le lien de protection sociale du travail, finalement, des travailleurs beaucoup plus indépendants. Et ce critère de la subordination, non seulement il est aujourd'hui le critère du contrat de travail, mais évidemment, c'est ce qu'il est aussi, c'est qu'il est aussi le critère principal de la protection sociale attachée au contrat de travail. C'est la jurisprudence a associé également au critère de la subordination, finalement, le régime de la protection sociale, et on en trouve trace aujourd'hui dans le Code de la sécurité sociale. Le régime général est en principe, tel qu'il est interprété, appliqué aux personnes dans un état de subordination. Alors évidemment, on en reparlera dans les diverses tables rondes, mais quand on voit d'où vient finalement le critère de la subordination, mécaniquement, on peut se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le critère le plus adapté pour saisir finalement les relations qui méritent une protection, en particulier que ce soit une protection sociale ou la protection d'un droit protecteur d'une partie faible. Et évidemment, ce critère de la subordination, il a ceci d'extraordinaire qui s'est assoupli avec le temps dans son interprétation, ce qui a créé une certaine insécurité juridique, et ça sera l'objet en particulier de notre première table ronde. Et c'est donc évidemment une source d'interrogation aujourd'hui, parce qu'on voit apparaître dans la vie économique des personnes qui sont a priori en dehors d'un contrat de travail, et qui figurent comme étant en dehors d'un contrat de travail, qui peuvent être en situation de faiblesse économique, et dont on s'interroge finalement sur est-ce qu'il ne pourrait pas exister un statut protecteur pour eux? Est-ce qu'à côté du lien de subordination qui s'est imposé, ne pourrait-on pas construire autre chose à côté pour les protéger? Ou est-ce qu'il faut les réintégrer de gré ou de force, comme la loi peut le faire parfois en présumant ou par fiction, en faisant une fiction de la relation de travail? Est-ce qu'il faut les réintégrer dans le champ du droit du travail? Ça, c'est le premier point historique. Le second point, mais qui sera bref, c'est que la durée indéterminée du contrat de travail en elle-même n'a pas toujours été, là encore, le principe. Historiquement, dans les relations civiles, la durée indéterminée n'est pas quelque chose qui est perçu comme un principe. Dans le Code civil de 1804, le principe, c'est qu'on engage ses services qu'à temps. Le principe, c'est la durée déterminée. Ce qui a conduit au développement du contrat à durée indéterminée, c'est le statut protecteur qui petit à petit s'est créé autour de l'employé, et en particulier tout ce qui concerne le droit de la rupture ou le droit de la transmission également du contrat de travail, la transmission en cas de cession d'entreprise, transmission de cession d'entreprise et protection évidemment avec le droit de licenciement qu'il a cumulé avec les grandes lois dans les années 60-70 sur la procédure en particulier de licenciement. C'est donc tout un droit lié à la rupture du contrat. Ce n'est pas étonnant, hein, les juristes, de voir que le droit lié à la rupture d'un contrat, c'est souvent ce qui permet de caractériser la force ou pas du contrat lui-même. C'est tout ce droit lié à la rupture du contrat de travail qui finalement va faire que le contrat à durée indéterminée va petit à petit apparaître d'une part comme un contrat avantageux et pour les employés, mais aussi pour les employeurs, parce qu'il vient sécuriser dans le temps une relation de travail au profit d'un salarié sur lequel souvent on a investi du temps de formation. Donc c'est un peu la contrepartie de cette formation, c'est un peu cette durée indéterminée. Et que d'autre part, le contrat à durée déterminée va apparaître comme finalement l'exception, ce qui n'était pas forcément au départ, en tout cas dans la moitié du XXe siècle. Et donc, ces contrats courts, là aujourd'hui, la question de leur utilisation et de leur emploi se pose d'autant plus que le monde a changé, le monde qui a vu naître, qui a vu sécuriser ce CDI n'est plus tout à fait le même, puis, sans remonter aux crises pétrolières, tout simplement on est sur un monde en pleine évolution,
D'où un peu ces interrogations cet après-midi, qui ne visent pas à remettre en cause, et ce n'est pas de travailler dans l'abstrait sur un contrat, quelque chose d'impossible, mais concrètement, est-ce qu'il y a des besoins qui sont ressentis à part du cadre juridique actuel, que ce soit pour le durcir d'un côté ou l'assouplir de l'autre, et qu'est-ce qu'il serait possible de créer pour penser la relation de travail ou vraiment la relation de collaboration dans la durée, si on donnait finalement la main aux juristes qui sont confrontés à ces problèmes, qui sont confrontés à des salariés qui parfois ne recherchent pas forcément la sécurité, mais cherchent une liberté de pouvoir changer de mission, de projet, de changer d'employeur, à des employeurs qui, au contraire, parfois cherchent à garder des salariés plus longtemps qu'avec le risque d'une démission posée d'un préavis de 2 à 3 mois et qui voudraient pouvoir les garder plus longtemps, donc peut-être sécuriser sur 5, 6, 7, 10 ans l'emploi d'un salarié particulièrement compétent. C'est ces questions-là qu'on va essayer d'évoquer parce que, justement, et c'est le dernier point de discussion, la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que deux éléments du bout à bout, c'est que d'une part, le CDI reste le contrat évidemment majoritaire, et on va en reparler dans le cadre de cette première table ronde, et il y a nécessairement une raison d'être à cela. Il répond forcément à un besoin, outre le fait qu'il soit évidemment imposé par la loi comme élément de contrat majoritaire. Mais l'essentiel des embauches, si on regarde les statistiques, par exemple les statistiques de 2019, l'essentiel des embauches se font en CDD, se font en contrat court. Et donc, le CDI vient après, semble-t-il, un parcours, et en même temps, la création d'emplois immédiates se fait principalement via des contrats qui restent courts. Donc peut-être qu'il y a un besoin à côté, voilà, d'autres contrats, ou en tout cas que les entreprises arrivent à trouver dans le cadre légal des contrats courts, quelque chose qui répond plus à leurs besoins. Et puis par ailleurs, le ministre de l'économie se félicitait il y a encore quelques jours du nombre de la création d'entreprises en France qui n'a jamais été aussi nombreux. Sauf que l'essentiel de ces entreprises, c'est aussi parfois des petites entreprises, des micro-entreprises, des anciens auto-entrepreneurs devenus micro-entrepreneurs. Et donc se pose la question derrière de savoir si, finalement, derrière un statut du contrat à durée indéterminée extrêmement puissant et que certains considèrent comme très protecteur, et pour le salarié, qui également pour l'employeur peut avoir certains intérêts, ne se cache pas une autre réalité, qui est que la création d'emplois plus ou moins qui auraient été salariés à une certaine époque pourrait passer aujourd'hui via les plateformes numériques, via tout un système d'organisation économique, par d'autres recours que le contrat de travail. Donc le CDI n'a jamais été d'une part autant concurrencé par les contrats courts et il a parallèlement, c'est le deuxième point en réalité, jamais été autant concurrencé par d'autres formes de collaboration en dehors du contrat de travail et contre lequel finalement on a une certaine insécurité juridique, une certaine difficulté juridique liée finalement à l'organisation de l'entreprise. Est-ce que oui ou non on peut recourir dans tel contrat à un travailleur indépendant sans courir le risque qu'il soit rectifié en CDI sans cette difficulté. Et donc, ça va être l'objet de nos 3 tables rondes, d'évoquer en quelque sorte, d'abord dans la première table ronde, comme l'a rappelé Daniel Brion tout à l'heure, de faire un premier état des lieux sociologique et juridique, mais plus juridique, du contrat à durée indéterminée, comme étant le modèle imposé par la loi française comme étant le modèle dominant. Ça va être ensuite une deuxième table ronde pour voir peut-être les alternatives à ce contrat qui peuvent exister déjà dans le droit positif et qui, pour certaines d'entre elles, ne sont peut-être pas appréhendées, peut-être méritent d'avoir un focus un peu important parce qu'elles ne sont pas forcément utilisées à leur plein succès, c'est de voir leurs limites également. Et puis pour terminer enfin sur une table ronde plus prospective, alors que des projets de réforme s'annoncent de part et d'autre, peut-être pour renforcer la protection sociale des indépendants, pour peut-être rapatrier dans le giron du droit du travail une partie de l'économie des plateformes numériques, et bien d'essayer de voir si on pouvait repenser un cadre juridique dans la durée, que ce soit dans le CDI ou ailleurs, ou par une situation de contrat court, qu'est-ce que juridiquement il pourrait être opportun de faire et économiquement par rapport aux besoins
un chef d'entreprise et par rapport aux contraintes législatives, réglementaires qui peuvent exister.